Bonjour à tous, vous êtes toujours dans le ZCL, il est un peu plus de 12h42. Effectivement, nous avons eu du retard, mais vous le comprendrez très tôt, puisque ce soir vers 20h, vous verrez des candidats qui ont été enregistrés ce midi, et la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui un petit peu en retard. Mais quand même, l'actualité sera là. Tout à l'heure, on va décrypter, comme prévu, les élections législatives, premier tour, avec Didier Détouche, que nous attendions depuis lundi. Eh bien, il a, je de là, nous l'aurons, et ce sera en direct. Plus tard, on va recevoir notre psy habituel, Mina, qui fera une chronique sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Et puis nous parlons avec Raymond Taurin, Kamodiaka, qui prépare un méga spectacle. Voilà un petit peu l'actualité du jour. Mais avant, nous recevons aussi Ernest Moutoussamy. Ernest Moutoussamy, c'est l'auteur de cet ouvrage qui vient de sortir. Ça s'appelle Saint-François. Ernest Simon Saint-François, mais il a consacré une signature sur l'ajout du temps. Il va nous expliquer un petit peu sa démarche pour cet ouvrage, et pas seulement. Rendez-vous tout à l'heure avec Ernest Moutoussamy en direct dans le ZCL, et nous sommes sur RHT, et on salue Mendy, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc voyons ce qui fait l'actualité en ce 14 juin 2017. Et ça y est, le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat. Plus le temps de revoir ses fiches, les étudiants ont ce matin pris le chemin des classes pour débuter la grande épreuve de philosophie. Et nous le verrons également, l'épidémie de chikungunya qui avait été déclarée terminée en 2015, eh bien, il n'y a plus de nouveaux cas. En revanche, force est de constater que de nombreux patients souffrent encore de douleurs rhumatismales. Un comité s'est donc mis en place de manière à prendre le problème à bras le corps. Nous le verrons tout à l'heure dans l'édition. Et puis nous terminerons avec ce dispositif 8 minutes pour convaincre, le dispositif Mission Jeune organisé sur le site de Jarry de l'école régionale de la deuxième chance, destiné donc à ces jeunes relevant de la mission locale. Merci Mandy, je vous l'ai dit, donc Mandy, pardon, je vous l'ai dit, on va parler politique. C'était samedi dernier le premier tour des élections législatives, 82 candidats, il ne reste plus que 4 dans les 4 circonscriptions. Dans certains endroits, les duels sont serrés. Dans d'autres, on a l'impression que c'est joué d'avance. En tout cas, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et comprendre pourquoi il y a eu autant d'abstention, pourquoi les Guadeloupéens ont du mal avec les élections législatives d'une manière générale. Notre décrypteur national est là. Didier, bonjour. Bonjour, Danick. Alors, on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé ce week-end dernier. D'abord en Guadeloupe, on parlera aussi de la France, je ne l'ai pas dit. Alors, au niveau de ce qui a marqué les élections législatives, chez nous, mais aussi en France hexagonale, c'est l'abstention d'abord. Ensuite, c'est quelques petites surprises. Je pense à la seconde circonscription avec Justine Benin. Je pense à Max Mathiazin dans la troisième circonscription. Et puis, bien évidemment, il y a eu une espèce d'écrémage auquel on ne s'attendait pas forcément. On a vu que la Guadeloupe choisissait certes un renouvellement qui lui était imposé du fait de l'application de la loi du non-cumul des mandats et du fait qu'aucun des députés sortants ne se représentait, à part le cas particulier d'Hélène Wecker. Mais on a vu donc qu'avec des candidatures pléthoriques, plus de 82 candidats très précisément, eh bien, les Guadeloupéens acceptaient qu'il y ait un renouvellement de personnes, mais voulaient quand même choisir des personnes qui soient tant soit peu aguerries en politique. Et donc, ils ont voté pour des candidats qui sont soit vice-présidents de conseil régional, soit vice-présidents de conseil départemental, soit membres de conseil municipal. Donc, ils ont choisi l'expérience. Et effectivement, il y a eu un dégagisme, à l'inverse de ce que l'on voit en France hexagonale, un dégagisme des nouveaux candidats de la société civile, ce qui montre bien que si la Guadeloupe électorale est prête pour certains renouvellements, on l'a vu lors des élections départementales où on a quand même beaucoup de nouvelles têtes au sein de cette assemblée, eh bien elle n'est pas prête à renouveler comme ça en donnant un blanc-seing à des personnalités nouvelles de la vie politique, quel que soit d'ailleurs leur degré de notoriété. Alors à quelques exceptions près, municipal pour Ronibéral et pour encore que Ronibéral était déjà membre
membre du conseil municipal d'Anse-Bertrand, mais vous avez Michel Girdari et puis Warren Chengan dans la seconde circonscription qui fait un score assez honorable, très honorable même, pour une première participation à la joute électorale. Alors, à votre avis, si on va passer en revue les circonscriptions. Alors, la première, le duel Servat-Rozuel par Rojalton était opposé ou l'inverse était prévu. Vous avez le sentiment que Rozuel n'a pas fait le poids ou c'est Servat qui était vraiment dominant? Alors, il y a eu un effet bélier de la présence médiatique très forte d'Olivier Servat depuis qu'il a été élu avec le président de région, Henri Chalus, à la région Guadeloupe. D'abord parce qu'il a très tôt décidé de choisir Emmanuel Macron, là où certains hésitaient, là où peu de personnes, quand même, peu d'observateurs, peu de politiques le donnaient localement gagnant, Emmanuel Macron, à cette élection présidentielle. Et donc, il a eu aussi, il bénéficie de cet effet Macron. Si quelqu'un doit en bénéficier, quelque part, c'est lui. Et puis, il y a eu aussi, à mon avis, il a bénéficié, il faut bien le dire, hein, de l'affaire qu'il a frappée concernant l'homophobie et la République en marche. Et vraisemblablement, ça a créé une forme d'agrégation autour de sa candidature parce qu'il était vraiment sur le devant de la scène médiatique pour différentes raisons. Concernant Rosan Rozuel, il est fort probable que Rosan Rozuel, lui, pâtisse de deux éléments. Premièrement, une sous-mobilisation des militants au niveau des Abîmes et surtout au niveau du PPDG, au niveau de Pointe-à-Pitre. On sait que le PPDG est un parti extrêmement actif de point de vue militant. Certains se sont mobilisés à Pointe-à-Pitre, notamment Loricis, Mortenol, etc. Mais il y a eu, je crois, une forme de désengagement parce que peut-être que le grand chef du PPDG, Jacques Bangou, maire de Pointe-à-Pitre, n'était pas forcément engagé parce que aussi Rosan Rozuel est une personnalité abîmienne, elle n'est pas pointoise. Oui. Et puis surtout, le deuxième point pénalisant pour Rosan Rozuel, c'est l'omniprésence du vrai faux candidat qu'est Éric Jalton, maire des Abîmes, qui a municipalisé énormément cet enjeu des législatives, qui a occupé vraiment le devant de la scène et qui peut-être l'a occupé de façon quelquefois un peu intempestive pour bon nombre d'électeurs. Donc ça a eu l'effet non seulement... Il a un peu vampirisé. Tout à fait. Non seulement ça a eu l'effet de marginaliser, voire presque ostraciser le vrai candidat Rosan Rozuel, mais en plus ça a donné l'impression que c'est pas une législative qui se jouait vraiment, c'était une élection municipale. Or, l'électeur guadeloupéen tient particulièrement à ce qu'on fasse la part des choses et tient à ce qu'une élection législative reste une élection législative, une municipale. Surtout, il ne veut plus, manifestement, que des chefs d'édilité ou des exécutifs territoriaux lui disent pour qui voter. Il veut avoir un vote libre et il veut qu'on puisse s'estimer suffisamment raisonnable, mature et responsable pour faire les choix qu'il convient de faire pour la Guadeloupe ou pour sa commune ou pour la région ou pour la présidentielle. En fait, Didier, c'est un bis repetita de ce qui s'était passé pour le régional avec l'UREL, où il avait agrégé un certain nombre de municipalités de maires, croyant que ça allait faire le poids, et finalement, ça n'a pas fonctionné comme il le souhaitait. Tout à fait, et c'est en ce sens que l'on peut l'appeler la jurisprudence Lurel, mais je fais observer à vos téléspectateurs qu'il y a aussi un autre mouvement qui est à l'œuvre, qu'il faudra qualifier, moi j'appelle ça les frondes municipales. De nos jours, à l'intérieur même des conseils municipaux, vous avez tout un certain nombre d'élus, membres de la majorité ou une alliance de l'opposition et de la majorité, qui déterminent leur choix différemment de celui qu'impose le maire en place et qui cherchent à chaque fois à faire valoir leur opinion. On l'a particulièrement vu à Petit Canal, on l'a vu également à Sainte-Anne, et quelquefois c'est même le parti local, ça peut être le cas de la Frappe, ça peut être le cas du Phare à Sainte-Anne, qui impose une certaine direction au maire en place. Et donc les choses sont devenues très compliquées pour ces élus, parce qu'on est vraiment dans un temps de rejet de l'autorité politique naturelle et de l'autorité que confère le mandat, pour aller plutôt vers des alliances transversales au gré des fluctuations des intérêts locaux.
Alors, il y a eu quand même un petit souci dans la campagne de M. Servat. C'est à la veille, un peu l'avant-veille de sa campagne, il a ressuscité, ressorti Ibo Simon. Vous pensez que ça a joué, ce populisme, ça a porté quelque chose? Vous savez, le populisme, ça atteint toujours, quoi qu'on en dise. Maintenant, reste à savoir dans quelle mesure. Moi, je pense que ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Pas d'impact. Au contraire. Et puis surtout... Est-ce nécessaire, d'ailleurs? C'est à lui d'en juger. Mais surtout, il faut bien voir que nos politiques... et la jeune génération en particulier, et Olivier Servat en fait partie, n'hésite pas à utiliser des vieilles recettes, à utiliser de vieux symboles, de vieux clichés, de vieux épouvantails. Et je crois que cette législative a montré justement qu'il y avait un désir de retourner à des formes de fondamentaux de la communication politique en Guadeloupe. Et dans toutes les circonscriptions, on a vu que des candidats... n'ont pas hésité à utiliser ces bonnes vieilles méthodes classiques. Le porte-à-porte a fonctionné. Alors, deuxième circonscription. Alors, comment on avait, comment on appelle, le bel inconnu, le grand inconnu de cette circonscription, comment c'est écrit, Luce, qu'on n'a pas compris comment on a pu l'imposer. Et finalement, le résultat est plutôt en ce moment, si on en croit ce qu'on voit, les ralliements qui se font au jour après jour, heure après heure, que Max Mathiasien aujourd'hui est en bonne position. C'est la troisième circonscription dont vous parlez. Troisième. Alors, dans cette troisième circonscription... On a la deuxième tout à l'heure. D'accord. Dans cette troisième circonscription, les enseignements sont assez nets à tirer. D'abord, là, on a vraiment des résultats municipaux. Oui. Saint-Prosper-Baron, oui. Max Mathiasien ADR, oui. Toribio au Lamentin, oui. Une perte de vitesse. Apparemment pour Arichalus à Bémao, et donc ce qui permet l'irruption de la républicaine, de la membre en tout cas des républicains, Sylvie Chamougon-Anneau. Et puis vous avez Petit-Bourg et puis Goyave pour faire Louisie. Donc là, le paysage est fragmenté et municipalisé, et donc c'est très difficile. Et ça donne quoi au final? Eh bien, ça donne deux candidats pour le second tour qui sortent donc premiers de ce premier tour, mais qui en sortent premiers avec très peu de voix et très peu de réserve de voix. Donc on va être amené à observer attentivement cette circonscription où il y a le plus de possibilités ou le plus de surprises, on va dire, ou de réussite en tout cas de l'outsider, Max Mathiasien, qui bénéficie pour le moment du plus grand nombre de ralliements. Et il va falloir voir si effectivement Nestor Luce avec le GUSR va réussir à inverser la tendance. Alors c'est une circonscription quand même où le GUSR est ultra présent, et notamment de point de vue militant, de point de vue des moyens aussi, donc reste à voir comment ils vont organiser leur campagne. Quant à Max Mathiasien, c'est vrai que c'est un fin connaisseur de l'espace politique local et de cette circonscription, et je pense qu'il aura l'habileté de faire jouer certains soutiens et de recadrer sa campagne par rapport à la question que tous les électeurs se posent quand même en Guadeloupe. Est-ce qu'on donne une majorité présidentielle au président ou pas? Et vous observerez que dans la plupart des circonscriptions, tout le monde souhaite participer à la majorité présidentielle. Donc ça rend les choses encore plus compliquées pour Nestor Luce. Parce que les ralliements, alors il peut compter déjà sur le PS, ses amis du PS, il peut compter sur ses anciens amis, on peut dire, sur Baron, il peut compter sur monsieur le maire du Lamentin qui a pris officiellement position aujourd'hui, et a-t-il dit tout à l'heure, puisqu'il était ici, il disait qu'avec M. Toribio, il est en discussion. Mais logiquement, de par l'appartenance de Toribio, ce serait difficile qu'il aille ailleurs aujourd'hui, même si avec le maire du Lamentin, c'est pas toujours une histoire d'amour. On va parler de la troisième circonscription où il y a eu vraiment la grosse surprise. Alors c'est la deuxième. Ah, la deuxième, oh là là, j'inverse tout là. C'est la deuxième, oui. Il y a eu la grosse surprise. Alors pour la deuxième, il y a eu une surprise, mais dans le sens où
on a tellement, si vous voulez, extrapolé, voire exagéré l'importance qu'avait Gabriel Louis Carabin, maire du Moule, dans cette circonscription. On n'a pas fait attention, en fait, à l'impact qu'avait eu la défaite au régional de Victorin Lurel, mais aussi de Gabriel Carabin, qui était son dans sa commune même, tout comme Éric Jalton d'ailleurs. Et on l'a sous-estimé, cet impact-là. Et c'est vrai qu'il y a eu véritablement une surenchère de tous ces candidats qui voulaient avoir le soutien de Gabriel Louis Carabin, de Warren Chegan à Justine Benin, enfin pas Justine Benin, à Diana Perron, en passant par tous les autres candidats, même Laurent Bernier. Donc il y a eu vraiment cette surenchère, et puis on se rend compte au final que le choix qu'a fait Gabriel Carabin d'être suppléante de Diana Perron n'a vraiment pas été compris. Parce qu'il faut bien comprendre que Diana Perron, tout comme Olivier Servan, en étant candidate officielle de la République en marche, c'est-à-dire ayant été investie par ce parti national du président, ça lui assurait quand même une dynamique très forte. Mais le fait que Gabriel Carabin ait été la suppléante, que son électorat n'ait pas compris ce choix, que son électorat même est un peu en forme de désaffection, et surtout que son électorat lui reproche de ne pas soutenir un Moulien ou une Moulienne, ça a eu un effet terrible. Et effectivement, on se rend compte qu'au final, il y a plus de 1000 voix d'écart entre Justine Benin et Diana Perron. Justine Benin obtenant plus de 2500 voix au Moule, ce qui montre d'ailleurs le poids, à mon avis, un peu exagéré, mais c'est comme ça, le découpage le veut, mais c'est un poids qui est beaucoup trop considérable pour une seule circonscription, comparé aux autres circonscriptions, donc ce poids de la commune du Moule. Donc on voit qu'effectivement, le Moule est très important, au même titre que le Gosier, mais le Moule est très important dans cette circonscription, et c'est une commune qui, presque à elle seule, peut faire en tout cas l'élection de député. Alors, comment comprendre... Alors, Christian Baptiste a pris position, clairement, avec le phare, mais comment comprendre le silence de Warren Chegan, qui est au Moule et qui n'annonce pas un soutien résolu à Justine Benin, qui est moulienne comme lui. Alors, est-ce que là aussi, c'est une municipalisation future qui se pose ? Certainement, mais il faut comprendre que ce silence me paraît plus rationnel qu'il n'en a l'air. Je ne pense pas que c'est forcément un silence on m'a dit qu'il y a des négociations qui sont... Voilà, je pense que déjà c'est positif, à mon avis, de montrer qu'on ne va pas forcément dans le sens du vent. Parce que Justine Benin a la caractéristique dans ce deuxième tour de phagocyter et d'agréger tous les soutiens disponibles politiques. Donc, alors qu'elle est déjà en tête. Donc ça, c'est pas mal. Sauf pour le moment, apparemment, Warren Chegan. Et finalement, c'est pas plus mal pour Warren Chegan de montrer qu'il ne suit pas déjà, premièrement, son soutien, qui est le maire de Sainte-Anne et qui a ses propres choix, ses propres alliances et ses propres orientations politiques à mettre en œuvre, mais qu'il prend le temps de réfléchir parce que la prochaine échéance, pour lui en tout cas, normalement, c'est l'élection à la municipalité du Moule. Et il faut bien voir que si vous soutenez Justine Benin, même si on nous a tous vendu que eh bien, tous les députés, les candidats à la députation y allaient pour être vraiment députés, qu'en aucun cas ils n'allaient s'intéresser au municipal. Mais tout le monde a bien compris que certains sauteront le pas assez allègrement, ou en tout cas seront bien présents dans les élections municipales. Je ne vois pas pourquoi Justine Benin échapperait à cette logique-là. Donc, Warren Chegan a tout intérêt à faire attention, à bien choisir qui c'est qu'il soutient. Et effectivement, une position de silence peut être une position qui lui permet d'avoir les mains libres et de voir dans 3 ans, quand les choses auront un peu évolué, de voir dans 3 ans comment il se positionne. En tout cas, avec son mouvement qu'il a créé, Changeons la donne, il est actuellement en position de pouvoir peser sur l'échiquier politique et de pouvoir aussi mobiliser autour de sa candidature. Donc, il est plus un problème pour les candidats actuels, que ce soit Perron, que ce soit Justine Benin, que les deux représentent un intérêt pour
pour lui. Alors, l'information qu'on a eue, formation journalistique, semble-t-il, il y a eu une rencontre entre Siengan et Carabin, une négociation comme ça se fait dans beaucoup de circonscriptions. Alors, dernière circonscription, la plus facile peut-être à analyser. Alors, vous savez qu'il y a eu véritablement un imbroglio à Capesterre, puisqu'il y a eu 5 candidats capestériens dans cette circonscription, et finalement, qu'on analyse les résultats, le maire Beaujean, il sort tranquille de cette élection, puisque tous ces candidats aux législatives et qui avaient des visées municipales n'ont pas réussi à faire le plein à Capesterre. Tout à fait. Alors, Ramzini, Courtois, Ramassamy, tout cela, Ramassamy et Claude Maurice, ils se sont abîmés dans cette élection législative. Et c'est vrai que, alors, pour le coup, on a vraiment une candidature d'Hélène Vainqueur qui est quasiment la seule à réaliser dans une très grande majorité de communes d'une même circonscription, et bien presque un grand chelem en gagnant dans la plupart des communes, en étant très près d'Aramis Arbaud, notamment à Vieux Habitants. Oui. Maintenant, tous ceux qui... alors, Capesterre a un poids énorme, effectivement, c'est la moule du Sud, mais simplement, on remarque que le grand nombre de candidats venant de Capesterre a tout simplement divisé les voix. Et bien évidemment, au final, on a une image de défaite et d'échec qui va être difficile pour, même s'ils ont 3 ans, mais qui va être difficile pour ces différents prétendants à la mairie de Capesterre, et bien de remonter. Donc, effectivement, une conséquence assez fâcheuse pour tous ces candidats venant de Capesterre, mais c'est vrai qu'ils ont eux, par contre, sous-estimé, et c'est valable également pour Aramis Arbaud, Marius Panchard, voire même le GUSR, ils ont totalement sous-estimé la capacité militante des socialistes qui restent bien présents dans le sud toujours. Basse-Terre. On peut dire qu'il y a un effet Lurel toujours. Il y a une présence, non pas tant Lurel, mais une présence socialiste oui, qui est très forte, parce que c'est dans le sud Basse-Terre que vous avez les maires les plus emblématiques et les mieux assis dans leur commune de ce parti socialiste qui... en Hexagone est à l'agonie. Il faut bien le remarquer. Donc vous avez Califère, vous avez Pontchâteau, vous avez Madame Vainqueur elle-même. Donc ce sont des maires qui comptent, et puis Vieux Habitants ne comptaient pas suffisamment, à mon avis, pour qu'Aramis Arbaud puisse espérer de façon positive l'emporter largement, en tout cas au moins pour ce premier tour. En 13h08, on n'a pas rattrapé notre retard, on ne va jamais le rattraper, mais on fait quand même 2 mois avant de se quitter sur la France, ce qui s'est passé. On a le sentiment d'une vague Macron. On parle d'une possibilité entre 415 et 455 sièges. Vous y croyez? Et aujourd'hui, on peut dire que Macron est devenu, comme on a dit dans la presse française, le nouveau Bonaparte. Alors, pour être Bonaparte, il faut certes avoir l'esprit de conquête, ce qu'il a indéniablement, mais il faut être aussi dans un contexte qui est loin d'être celui qui existait à une certaine époque. Napoléon Bonaparte, c'était une vision hégémonique de l'Europe militaire et politique, tandis qu'Emmanuel Macron est beaucoup plus dans une opération de survie de la démo ou de transformation de la démocratie sociale européenne et donc en France. Et on se rendra compte plus tard que quelque part il a sauvé une bonne partie des socialistes, en tout cas des jeunes socialistes, en recréant un modèle et en l'adaptant à la nécessité de faire participer à la démocratie un peu plus de personnes qui ne sont pas des politiques professionnels mais issues de la société civile. Alors, quelques enseignements très rapidement. D'abord, oui, nous nous acheminons vers une assemblée monocolore, La République en marche, avec énormément de nouveaux élus qu'on qualifie déjà de godillots, mais qui en fait sont de nouveaux élus, comme il y en a eu en 1981, comme il y en a eu en 1978, comme il y en a eu en 1958. Donc ça ne pose pas de problème, il va y avoir un apprentissage du travail parlementaire, comme pour tous les types d'élus. J'ajoute que ce sont des personnes dont une bonne partie, alors on a déjà 52% de femmes, ce qui est aussi une forme de révolution telle que l'avait promise Emmanuel Macron, mais on a aussi des personnes de la société civile qui ont une autre vision du terrain et qui peuvent apporter des choses extrêmement positives au sein de l'Assemblée nationale. Ensuite, il faut savoir que le problème de l'opposition, c'est qu'elle existe toujours, mais à la différence des autres vagues qu'il y a eu dans l'histoire, comme par exemple en 93 avec la vague Balladur, la vague droite, où il y avait plus de 470 députés qui étaient de la majorité gouvernementale, eh bien, l'opposition était présente
et elle n'était pas fragmentée. Là, l'opposition est presque présente et en plus elle est fragmentée. Donc, il n'y a pratiquement que les républicains qui pourront avoir un groupe parlementaire, probablement les socialistes aussi, peut-être la France insoumise, mais qui n'aura pas plus de 15 membres. Donc avec ça, vous pouvez vous exprimer quand vous avez un ténor comme Mélenchon, mais vous ne pouvez guère faire plus. Bon. Ceci dit, on ne s'achemine pas vers un empire démocratique ou une dictature ou un absolutisme démocratique. Pourquoi? Parce que la France, comme aux États-Unis, voilà, il y a des pouvoirs qui peuvent devenir des contre-pouvoirs très facilement, qui d'ailleurs, même quand il y a une période de coalition ou de coexistence ou même d'union, vous avez des frondeurs ou vous avez des gens qui sont des opposants. Donc il y a toujours une opposition. Il y a donc le Sénat, il y a les départements, il y a les régions, il y a les communes, les intercommunalités, les métropoles, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, les syndicats et une partie de la presse, quoi qu'on en dise. Tout ça va se mettre au travail et bien évidemment s'opposer à une éventuelle hégémonie d'Emmanuel Macron. Mais c'est vrai que le nouveau président a quand même réussi ses deux paris et ça le met en position de force. C'est un président jeune, ambitieux. Il y a bien évidemment de fortes chances que nous ayons un mandat avec une volonté, un déterminisme politique qui soit plus fort qu'on ne l'ait déjà vu jusqu'ici. Merci donc à Didier, notre décrypteur national qu'on va retrouver, je vous le promets, lundi, puisque le deuxième round de ces élections aura lieu ce week-end, samedi, et dès lundi à 12h30, on sera encore avec Didier pour un nouveau décryptage et on verra un peu sur ce qu'il a dit. Finalement, c'est pas tellement loin de la réalité. Merci en tout cas d'être avec nous en direct du ZCL et du RHT. Est-ce qu'on fait un petit rappel avant la pub? Mendy, on a le temps, rapidement? Oui. Oui, un petit rappel des titres pour ceux donc, qui nous rejoignent. Je le disais, ça y est, c'est le coup d'envoi des épreuves du baccalauréat. Plus le temps de revoir ses fiches. Les étudiants ont ce matin pris le chemin donc, des classes pour débuter la grande épreuve de philosophie. Et l'épidémie de chikungunya en Guadeloupe a été déclarée terminée en 2015. Cependant, c'est vrai qu'il n'y a plus de nouveaux cas, mais en revanche, force est de constater que de nombreux patients souffrent encore de douleurs rhumatismales. Et enfin, 8 minutes pour convaincre, c'est le dispositif Mission Jeune, organisé sur le site de Jarry de l'école régionale de la deuxième chance, en partenariat avec la mission locale et Cap Emploi, de quoi permettre aux stagiaires relevant de la mission locale d'être confrontés à des professionnels issus des agences d'intérim. Voilà donc pour les titres, il le disait Danick, c'est l'heure de marquer la page de pub. Vraiment l'heure, 13h13, à tout à l'heure, on se retrouve. Voilà, nous sommes revenus de cette pause publicitaire et on va, avant de recevoir Onesme Toussami, je vous l'ai dit, il y a un livre remarquable qui est sorti, ça s'appelle tout simplement Saint-François, en espagnol ça donnerait San Francisco. Onesme Toussami, bonjour. Juste un petit mot. Bonjour, oui, c'est Saint-François, mais une signature sur la joue du temps. Vous allez expliquer tout à l'heure pourquoi ce sous-titre. On commence tout de suite les formations avec Mendy. Et oui, je vous disais, ça y est, c'est le coup d'envoi des épreuves donc, du baccalauréat. Les étudiants ont donc pris ce matin le chemin des classes afin de démarrer cette épreuve si redoutée, l'épreuve de philosophie, une discipline effectivement qui est redoutée et qui demande donc aux élèves de manier la langue française avec délicatesse et justesse, car ce n'est pas l'opinion qui est jugée, mais bien la qualité de l'argumentation. Je propose de voir ces témoignages qu'on a eu ce matin, donc du côté de Bembridge, un reportage signé Nicolas G. Non, à lui et tu y vas. Bon travail. Les 3 étages sont finis. On a plus de 60 Vous voulez aller aux toilettes, vous y allez maintenant parce que pendant 1 heure, vous n'aurez pas le droit de sortir. Les consignes sont multiples, préparer les documents officiels, donc la pièce d'identité, la convocation, remplir les en-têtes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut qu'ils sortent leur matériel, qu'ils rangent leur portable, éteignent, et bien sûr les portables sont éteints et rangés dans les sacs sont posés au fond de la salle. Voilà les principales consignes. Ceux qui n'ont pas de sujet de la
je déclare la session baccalauréat 2017 ouverte pour évoquer vos sujets. Et bon courage à vous tous. Beaucoup de stress à la fois pour les élèves, pour les enseignants, pour le recteur que je suis, toute mon équipe. C'est vrai que nous sommes très sensibles à cet examen, évidemment, puisque ça vient clôturer tout un processus organisé au sein de l'éducation nationale, depuis le premier degré jusqu'au baccalauréat. Et c'est un temps fort dans la vie des élèves et des futurs étudiants. Et c'est vrai que, évidemment, pour accéder à l'enseignement supérieur, il faut ce sésame. Et c'est vrai qu'on a effectué un gros travail depuis plusieurs années pour progresser d'année en année sur les résultats au baccalauréat, les baccalauréats généraux, techniques, technologiques et puis le bac professionnel. Et c'est vrai que dans notre académie, on a de belles réussites. Philo, ça va bien se passer, j'espère. J'aimerais bien tomber sur la conscience, je pense que ça va aller, ou le désir, le bonheur. Je pense que les élèves suivront mes indications et auront donc à réussir dans les meilleures conditions. Je leur ai demandé 100% avant mon départ, donc j'espère que nous aurons ces 100% meilleurs crus que l'année dernière encore. 42 années d'enseignement et de personnel de direction, donc ça me fait 42 sessions, mais 30 en tant que chef d'établissement. Sur l'ensemble des centres d'examen, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Les sujets sont distribués aux bons élèves. On est sur la bonne épreuve. Donc tout va bien, a priori. Mais je fais confiance à mes services qui ont œuvré à l'organisation depuis plusieurs mois. Et tous les collègues mobilisés, je les ai vus encore ce matin, notamment sur le lycée où je suis. Mais je suis certain que sur l'ensemble des centres d'examen, il y a une mobilisation forte de l'ensemble des collègues. D'ailleurs, je leur rends hommage parce que c'est vrai que c'est un travail d'orfèvre, parce qu'il faut sécuriser le système pour que tout se passe le mieux possible. Et parmi les sujets qui sont tombés ce matin, voici quelques exemples. La morale suppose-t-elle des valeurs universelles? Tout travail est-il un travail sur soi? La technique nous déshumanise-t-elle? Ou encore, l'État peut-il assurer à la fois la sécurité et la liberté? Voilà certains des sujets qui sont tombés ce matin à cette épreuve de philosophie. Et on continue ce journal avec l'inauguration d'Agir-Dom. Nombreux sont les patients présentant des insuffisances respiratoires lourdes et chroniques. Et grâce à l'association Agir-Dom qui fait son retour donc en Guadeloupe, ce nombre important de patients souffrant de pathologies respiratoires lourdes à cause de spécificités territoriales telles que la brume de sable ou encore à cause donc des conséquences de chlordécone, eh bien ils pourront donc partir avec un équipement leur permettant d'avoir de l'oxygène chez eux. Donc ils pourront donc pour être soignés directement chez eux. L'inauguration a eu lieu donc à Jarry. De nombreux médecins, infirmiers ou encore des kinés étaient présents. Il y avait également la présence du professeur Brambilla, qui est le leader d'opinion donc dans le sud de la métropole. Un reportage signé Michel Terrasse. C'est un retour en fait, parce que j'étais venu il y a longtemps pour déjà ouvrir une association pour les patients. Et là, on revient donc à nouveau, c'est Agir-Dom qui s'appelle, c'est une association de Grenoble, en métropole, qui a commencé il y a une quarantaine d'années. C'est pour permettre aux patients, aux malades qui ne pouvaient plus respirer, de rentrer à la maison avec de l'oxygène. Les gens étaient obligés de rester à l'hôpital, ne pouvaient plus sortir. Et il y a une quarantaine d'années, on a mis en place différentes associations partout. Et j'étais venu déjà à Martinique et puis en Guadeloupe pour monter 2 associations. L'association, malheureusement, en Guadeloupe a disparu. Et on revient aujourd'hui pour redémarrer, depuis 2 mois, on a redémarré une nouvelle association ici. Alors, pour les patients, qu'est-ce que ça veut dire? Ils peuvent rentrer à la maison avec de l'oxygène, avec de la ventilation nasale quand ils ont besoin, parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir continuer à respirer. Et puis traiter aussi des maladies comme le syndrome d'apnée du sommeil, là aussi avec du matériel. Donc c'est du matériel qu'on va mettre à domicile, mais il ne suffit pas de mettre le matériel à domicile, il faut aussi s'assurer que le traitement est fait correctement. Il faut prendre le temps d'expliquer aux patients, parce que ce n'est pas évident pour eux d'avoir par exemple un masque sur le nez quand ils en ont besoin pendant toute la nuit, aux patients et puis à sa famille aussi. Puis il faut expliquer au patient qu'il peut sortir, qu'il n'est pas obligé de rester dans sa maison, il doit pouvoir sortir, et il faut lui donner les moyens pour tout ça. Et c'est un système d'association, c'est-à-dire que non seulement on essaye
d'avoir le matériel installé à la maison dans les meilleures conditions, avec les meilleurs résultats, bien entendu avec les médecins qui prescrivent, que ce soit au niveau de l'hôpital ou au niveau des cliniques ou au niveau des cabinets privés. Mais il faut aussi qu'on aide les patients à faire un certain nombre de choses. Par exemple, la réhabilitation. Donc on est appelé à travailler avec les kinésithérapeutes. Ce soir, nous avons la chance d'inaugurer une association qui s'appelle Agiradom sur la Guadeloupe, qui est toute nouvelle, implantée sur la Guadeloupe et qui se charge de la prise en charge des patients qui ont des problèmes respiratoires, que ce soit l'oxygène, que ce soit les problèmes d'apnée du sommeil. Et donc on est situé au centre de la Guadeloupe puisque nous sommes à Jarry, ce qui nous permet d'intervenir chez les patients de la Grande Terre ou de la Basse Terre, et on couvre tout le territoire guadeloupéen, même sur les îles de la Désirade, Marie-Galante. Ça nous permet justement de couvrir toute la Guadeloupe et de fournir une prestation à l'ensemble des Guadeloupéens sur les pathologies respiratoires. Voilà, il est 13h25 dans le ZCL. Il a été maire de cette ville que l'on connaît très bien, de l'Est de la Guadeloupe. Il a été aussi député. Il est aussi un écrivain remarquable et un poète, puisqu'il a publié de nombreux recueils de poésie et des ouvrages poétiques qui ont marqué son époque et sont des livres aujourd'hui qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Et puis il vient de sortir cet ouvrage. Il s'agit d'Ernest Moutoussamy, Saint-François, une signature sous la joue du temps, aux éditions Nestor. Bonjour Ernest. Bonjour M. Zanlonis. Merci d'être venu nous présenter cet ouvrage, je le dis tout de suite, remarquable. Ouvrage, on a envie de dire, géographique, historique, politique, sur cette ville de Saint-François qui est votre bastion, qui a été votre bastion et qui l'est toujours. Alors, question toute simple et toute bête, hein, mais je la pose quand même. C'était nécessaire de faire cet ouvrage? Déjà, merci de me permettre de dire un mot de cette commune de Saint-François, un mot qui ne sera qu'une goutte d'eau dans le lac d'humanité qu'est cette cité. Je vous vois venir. Alors, c'est nécessaire de connaître sa commune. Parce que vous savez, dans tous les documents administratifs, vous avez nom, prénom, date et lieu de naissance. Tout à fait. C'est quand même assez regrettable de dire, par exemple, je suis né à Saint-François, sans connaître la commune de Saint-François. Oui. De même qu'on a beaucoup de gens qui vivent à Saint-François, mais qui ne connaissent pas Saint-François. Donc, de mon point de vue, c'est un devoir, et un devoir impératif que les Guadeloupéens connaissent d'abord bien leur commune. Oui. Pas de façon scientifique ni historique, mais en tant que citoyen. Parce qu'en réalité, peut-on aimer sa commune si on ne la connaît pas ? Je ne pense pas. Donc il y a nécessité d'accomplir ce travail, et je l'ai fait bien entendu compte tenu de l'expérience que j'ai acquise dans la gestion communale, mais aussi parce que j'aime la Guadeloupe, oui. Parce que j'aime Saint-François. Et je le dis, une signature sur la joue du temps. Alors expliquez-nous un peu ce titre un peu mystérieux. Alors c'est vrai, la commune de Saint-François est probablement sur Terre une des seules communes à avoir les caractéristiques qui sont les siennes. C'est une république du sang mêlé. Oui. Et je pense que c'est une des plus grandes républiques du sang mêlé, tout en étant une petite commune. Pourquoi ? Elle a eu l'occasion d'accueillir les Amérindiens, oui. Ensuite les Blancs des 36 mois, oui. Et le premier métissage a eu lieu à ce niveau-là, parce qu'il y a eu parmi ces Blancs certains qui ont marronné, parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la discipline qu'on leur imposait. Il y a eu les esclaves qui sont arrivés, avec le marronnage, le métissage s'est poursuivi. Et vous savez que la commune de Saint-François, c'est une terre où il y a beaucoup d'habitations, mais il y a aussi des bouts de terre qui ne portent pas le nom de maître. Oui. Pointe des Châteaux, tout à fait. Anse-à-la-Banque, oui. Baie-Olive, et bien entendu les Indiens sont arrivés. Ce qui fait qu'on a un berceau vraiment de sang mêlé, et au-delà de ce sang mêlé, il y a une sorte d'essence. Une essence spirituelle issue des entrailles des pays d'origine, des Amériques, d'Europe, d'Afrique, de l'Inde. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Saint-Franciscain en tant que tel, c'est un homme
rempli d'humanité et il appartient à tous les continents et ça, il doit l'assumer en connaissant bien sa commune. Alors, j'ai compris là maintenant. Alors, je le dis et je le fais remarquer à nos téléspectateurs, vous avez pu éviter le piège du communautarisme. Parce que c'est vrai que Saint-François, peut-être davantage que Capesterre-Belle-Eau, a toujours été présenté comme la capitale de l'indianité de la Guadeloupe. Alors, comment vous avez fait pour tenir compte de ça? Il y avait nécessité de faire connaître l'indianité, puisque c'est une dimension de la culture guadeloupéenne. Mais l'indianité, ce n'est pas la Guadeloupe. Et donc, à Saint-François, on a fait l'effort, justement, de permettre aux Saint-Franciscains de s'approprier ce patrimoine. La ville de Saint-François, je l'ai jumelée à la ville de Ouida au Bénin. Et on a fait ce pèlerinage. Et donc, ce devoir s'imposait à nous. Et de fait, ça relève de la philosophie, M. Zandonis. Et un homme politique doit être aussi un philosophe. Et vous savez que j'ai eu le plaisir, et je dirais peut-être l'honneur, de placer cette commune de Saint-François sous l'autorité spirituelle de 3 grands apôtres. Vous avez Gandhi à l'entrée ouest de Saint-François, Martin Luther King à l'entrée nord de Saint-François, et je prévoyais d'installer l'abbé Grégoire à l'entrée est. Le peuple en a décidé autrement. La commune est orpheline de l'abbé Grégoire, mais j'espère que le temps va réparer cela. Alors, placez donc la commune sous l'autorité de ces 3 apôtres qui sont des bienfaiteurs de l'humanité. Cela montre bien cette volonté qu'on ait une commune qui soit un lac spirituel, un lac de fraternité. Et que les gens comprennent bien que ni communautarisme, ni position extrémiste ne peuvent amener l'humanité nulle part, sinon vers le néant. Donc, capitalisons ce que les ancêtres nous ont laissé et faisons en sorte que l'on tire justement de ce capital immense l'avenir de l'homme. Il est là. Alors, cet ouvrage recèle d'une foultitude de petites informations. Par exemple, c'est à votre honneur, on apprend qu'il y a eu un Moutoussami qui a immigré vers les États-Unis et puis finalement qui a été grand-père d'un tennisman américain très connu. Oui, et de Arthur Ashe, mais non pas grand-père, la femme de Arthur Ashe était une demoiselle Moutoussami. Et Arthur Ashe, qui jusqu'à ce jour a été le plus grand tennisman, qui était d'origine africaine, hein, le plus grand tennisman du monde. Et j'ai eu la chance de les recevoir à Saint-François. Et cette fille-là, elle est venue. Alors, c'est une cousine, qu'est-ce qu'elle est? Bon, c'est pas parce que dans l'arbre généalogique. Mais on n'arrive pas parce que son père, ce qui est sûr, est né. Enfin, son arrière-grand-père est né à Saint-François. Par quel moyen le type a émigré vers les États-Unis? Il a épousé une négresse et puis petit à petit, il y a une transmission. Mais elle a conservé le nom. Le nom Moutoussami, une femme sublime. Et Arthur Ashe non plus, qui n'était pas un homme laid, c'est un bel homme. Et c'est vrai, quand j'ai reçu ce couple-là, c'était un couple de lumière. Et une lumière, mais quoi? L'Afrique, l'Inde, et peut-être aussi l'Europe, je ne sais pas. Mais c'était extraordinaire. Et ça, bon, alors, ça donne espoir à la vie quand même. Hein. Alors vous avez dû beaucoup fouiller dans les archives quand même pour trouver les éléments. Il y a eu un vrai travail quand même. Vous n'êtes pas historien, mais il y a eu un travail. Je ne suis pas historien, mais c'est un travail de recherche. Surtout que sur Saint-François, il y a 23 habitations. Chacune des sections porte le nom d'un maître. Et souvent, nos jeunes ne connaissent pas. Alors je me suis assigné ce devoir, donc d'écrire un petit historique, tu vois, de chaque habitation, pour que les gens, quand ils parlent des Varieux, de Dubédo, sachent au moins. Et Zevalos? Zevalos, c'est sur le moule. Enfin, on a aussi un morceau. Mais enfin, quand même, je dis, il faut s'approprier sa cité, sa commune, et je souhaite que ce travail soit fait. Parce qu'on ne peut pas aimer la Guadeloupe si on ne connaît pas les réalités de sa commune, son berceau. Non, il est à faire. Eh bien, faisons-le. Et à ce moment-là, je suis sûr qu'on sera tous fiers de notre cité et on écrira toujours en lettres majuscules « Je suis né à Petit Canal, je suis né aux Abîmes » parce qu'on ne vient pas du néant. On ne vient pas du néant. Il y a une histoire méconnue. Il y a deux éléments historiques quand même importants à signaler que beaucoup de jeunes Guadeloupéennes ignorent. Alors premièrement, on le savait, on en avait beaucoup entendu parler de l'affaire Pauvert
à Saint-François. Moi, Jean, quelques mots que vous le rappeliez pour les téléspectateurs qui ne savent pas. Et puis, rappelez aussi qu'en 1979, il y a eu à Saint-François, c'est la seule fois que c'est arrivé dans les Antilles, 4 chefs d'État mondiaux qui se retrouvent à Saint-François. C'est la gloire de Saint-François. Tout à fait. Sous l'autorité de l'ancien maire de Saint-François, qui est Lucien Bernier, évidemment. Alors, Pauvert, les frères Pauvert, pendant un demi-siècle, ils ont été maires et usiniers. Et c'est à l'époque où, quand on était... C'était des colons, il faut le dire. Ah oui, c'était des maîtres. Au 18e siècle, à peu près, c'est ça? Oui, ils sont arrivés au milieu du 18e siècle. Donc, c'était des maîtres. Et alors, surtout quand les Indiens sont arrivés, étant donné qu'on avait besoin de main-d'œuvre, notamment sur les habitations, eux, ils avaient 2 à 3 000 hectares de terre plantée en canne, eh bien, ils ont récupéré beaucoup d'Indiens. Hein. À un moment donné, il y a eu 2300-700 Indiens sur Saint-François. Mais dans l'asservissement, tant et si bien que quand vous interrogez la Guadeloupe, on vous parle, s'agissant des Indiens, des Malaba à Pauvet. Tellement ils étaient asservis. Malaba à Pauvet, c'est une expression qu'on entendait partout. Et alors que ailleurs, on arrivait à relever la tête pour se battre, à Saint-François, c'était des asservis. Et de fait, petit à petit, il y a eu une émergence. Et évidemment, cela a engendré des moments difficiles, puisqu'on a eu la grande grève de 1910, au cours de laquelle, effectivement, le sang a coulé à cette mort. Et par malheur pour nous, beaucoup d'Indiens se sont trouvés du côté des pauvres. Parce que c'était l'asservissement, il fallait obéir au maître. Bon, parce que l'histoire permet de réparer, enfin l'avenir permet de réparer les erreurs de l'histoire. Mais quand même, il faut connaître au moins ces erreurs. Alors sur ce sommet international en 1979, quand même, vous n'étiez pas encore aux affaires, mais enfin vous avez suivi ça quand même de très près. De très près, non, j'étais pas aux affaires, mais j'étais dans le combat. Tout à fait. Et j'avais déjà plus de 1200 de combats. Et il est évident que c'est pas un événement que personnellement j'avais apprécié. Non, on se souvient. On se rend compte. Mais évidemment, c'était aussi quand même pour la commune de Saint-François une opportunité de se faire connaître. Et à mon avis, on a entendu parler de Saint-François. Et c'est certain que par la suite, vous savez, c'est de là qu'on a décidé du sort de l'Iran, tout à fait. Du Shah d'Iran. C'est à cette conférence-là on a décidé qu'il fallait l'éliminer. On l'a éliminé, mais c'est vrai, c'était remplacer le mal par le pire. C'est dire que même quand on est chef d'État à ce niveau-là, on ne maîtrise pas le monde. Je vous donnerai juste une anecdote. Ce jour-là, je faisais un petit reportage de très jeune journaliste et j'ai rencontré un agent de la CIA qui parlait créole. Ah oui, mais il y a tout. Ah non, mais il y a tout. Il faut savoir que dans ces services secrets, il y a toutes les races et toutes les langues. Et c'est un blanc, c'était pas un noir, c'était pas un haïtien, c'est un blanc américain qui parle. Tout est nécessaire pour les couvertures. Dernière question, et on est sur Samy, je ne peux pas ne pas vous la poser quand même. Est-ce que vous avez une carrière politique assez fournie? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une tentation, je le note à la dernière élection passée, même si on ne parle pas de cette élection directement, d'utiliser ce qu'on appelle le vote ethnique? Je pense qu'il faut qu'on soit conscient que le vote en tant que tel ne recèle à peu près que 10 à 15% de signification politique. Tout le reste du vote, il est affectif. Et donc, il peut prendre n'importe quelle signification. Ça existe. Pas ignorer qu'il y a des Indiens qui ont voté pour moi, tout simplement parce qu'ils voyaient en moi un Indien. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de sentiments qui rentrent dans le vote. Maintenant, ce que l'homme politique ne doit pas faire, c'est capitaliser uniquement ces éléments-là. Essayer petit à petit d'évoluer vers un vote qui serait le reflet, tu vois, d'une conscience politique. Et ce combat-là, il est dur à mener. Parce que aller jusqu'à prendre comme couleur de sa campagne le drapeau indien, les couleurs du drapeau indien, ça pose problème quand même. Oui, mais enfin, je pense... Et c'est dangereux. C'est dangereux et je crois qu'il faut être lucide et respecter la Guadeloupe et le peuple guadeloupéen. En tout cas, moi je remercie Nestor qui a édité ce livre-là. Je suis content que ça soit un livre quand même qui soit capable de résister au temps, parce qu'il est, il est bien rigide. Bien fait, et je le recommande à tous les Guadeloupéens, non seulement aux Saint-Franciscains, mais aux Guadeloupéens d'une manière générale. Et j'ai envie de dire aux maires en place, ceux qui sont comme Ernest Moutoussamy sont à la retraite, écrivons le livre dans les communes azotes, comme ça qui est intéressant. Et ça fera du bien à tout le monde. En tout cas, Danick Zandonis, merci bien. Canaldis, merci beaucoup, madame. Merci Ernest Moutoussamy. Il est 13h39, nous sommes en retard de tout aujourd'hui, Mandy.
samedi. Alors, on prend la page pub avant de passer à autre chose, puisque oui, il va avoir, tout à l'heure, on va recevoir Madame Raymond Taurin. Donc, on prend la page pub, mais avant, il y aura Mina. Voilà. Voilà, 13h44, nous avons le plaisir d'accueillir Mina Yankamana. Bonjour. Bonjour. Avec elle, tout à l'heure, on va parler de problème de la mémoire. On est en période d'examen. La mémoire joue des rôles, des tours. Quelquefois, on a subitement l'impression qu'on a tout oublié. Ça arrive. On va en parler tout à l'heure rapidement. La suite du journal avec Mendy. Et on va parler de l'épidémie de chikungunya. Vous le savez, qui avait été déclarée terminée en 2015. Il n'y a plus de nouveaux cas, mais en revanche, force est de constater que de nombreux patients souffrent encore de douleurs rhumatismales avec une gêne dans leur vie quotidienne et professionnelle. Et bien, pour tenter de répondre à ce défi, l'URPSML a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en organisant une journée pluridisciplinaire de travail sur le chikungunya chronique. On fait le point sur cette journée avec ce reportage signé Anne-Elisabeth Arsène et Nicolas Chi. L'épidémie, donc, elle a eu lieu il y a 3 ans. Ça a été une véritable épidémie puisqu'on on a estimé à plus de 80 000 cas le nombre de malades pendant cette épidémie. Elle s'est déroulée de décembre 2013 à novembre 2014. Et il y a eu un certain nombre, plus d'une centaine de patients hospitalisés. Un certain nombre de décès. Donc ça a été une épidémie aiguë, relativement sévère. Mais ce virus a une caractéristique qui est celle d'attaquer plus particulièrement les articulations. Et donc, à la suite de la maladie aiguë du chikungunya, une certaine proportion de patients en fait continuent à avoir des douleurs articulaires, musculo-squelettiques pendant les mois, voire les années qui suivent leur épisode aigu. Et donc il est extrêmement important pour les médecins, pour les patients évidemment, même sur le plan économique pour la Guadeloupe, d'effectivement organiser la prise en charge de ces personnes parce que c'est des arrêts de travail, c'est des soins qui durent très longtemps. Voilà, et donc il faut organiser tout ça au mieux. On a essayé d'avoir une prise en charge à 100% pour les malades les plus invalidants, qui ont eu des chikungunya, qui leur ont créé une invalidité importante, difficulté de se déplacer, difficulté d'effectuer les actes de la vie quotidienne. Et cette prise en charge à 100%, elle doit perdurer pour aider ces patients-là parce que la kinésithérapie coûte cher, le traitement au long cours coûte cher. Donc il faut que les autorités nous permettent de poursuivre cette prise en charge à 100%. Voilà, donc on continue le journal dans un instant et on va accueillir Mina. Oui, tout à fait. Mina, notre psy du ZCL qu'on reçoit le mercredi tous les 15 jours. Bonjour Mina. Bonjour. Et je disais tout à l'heure, nous sommes en période d'examen. On a besoin de se rappeler, on a besoin de la mémoire. Alors justement, comment bien utiliser la mémoire, sa mémoire? C'est un petit peu ce que vous avez traité aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Tout simplement parce que le baccalauréat a démarré aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc on est en plein dans cette thématique du comment bien utiliser sa mémoire. Tout à fait. Et la mémoire, c'est un mécanisme du cerveau qui nous permet d'enregistrer, de stocker et de récupérer des informations et l'entraînement de cette mémoire va être crucial pour les étudiants qui passent le baccalauréat ou encore le diplôme du brevet des collèges.
mais aussi pour les personnes âgées qui ont le souci de bien vieillir. Alors, quand on parle de mémoire maintenant, on parle nécessairement de la maladie d'Alzheimer, c'est presque inévitable. Oui, c'est une maladie qui n'épargne pas la Guadeloupe. Et il y a une étude de référence en France, qui est l'étude PACWID, qui estime le nombre de malades en Guadeloupe à 4500 personnes. Donc c'est dire... ça fait 0,1% de la population. Voilà, l'ampleur de la maladie, qui est de l'ordre de 6000 personnes en Martinique. Pour avoir un comparatif, et là, il y a eu une étude précise en Martinique. J'ai vu, il y a près de 25 millions de personnes dans le monde. Alors, ces chiffres sont importants. C'est-à-dire qu'en 2020, il y aura 2 malades pour 100 habitants, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Parce que ça s'étend finalement. Oui, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Oui. Et toutes les couches de la société sont touchées. On peut être ouvrier ou médecin, et donc on peut être touché par la maladie d'Alzheimer de la même manière. Mais alors, est-ce qu'on peut guérir de ce genre de troubles de la mémoire? Il n'existe pas actuellement de médicaments pour guérir la maladie d'Alzheimer. Mais on peut stimuler cette mémoire de façon efficace pour au moins ralentir l'évolution de la maladie et quand on n'est pas malade, bien l'utiliser pour mémoriser de façon optimale. Alors, est-ce qu'il y a, Amina, des exemples concrets qu'on peut donner pour pouvoir faciliter ce travail sur la mémoire? Tout à fait. L'utilisation optimale de la mémoire permet de gagner du temps. Oui. Et quelque part, gagner du temps, c'est une façon de bien réussir sa vie quand on sait qu'on n'aura pas de liste de courses à écrire et qu'on va passer moins de temps dans le supermarché. Mais aussi, donc ça peut être de retenir des lieux du passé ou encore retenir de tête une liste de numéros. Comme ça, on se dit, bon tiens, le numéro de téléphone de Mina, je vais me le rappeler, celui de Mendy, je vais me rappeler, et puis... Voilà, de mémoire. D'accord, bon, je vais essayer, comme je viens de perdre tous mes numéros. Ce sera l'occasion. Ce sera l'occasion d'exercer ma mémoire. Alors, ce sont des stratégies et des techniques de mémorisation, c'est ça en fait? Oui, ces techniques sont multiples et variées, et l'idée c'est d'utiliser ces techniques ensemble, oui, en même temps, pour avoir le plus d'efficacité de la mémoire. Alors, je vais faire un test. Mendy, quel vêtement vous aviez hier? C'était quelle couleur? Voilà, on a vu. Alors, le matin ou l'après-midi? Parce que je me change deux fois. Les deux. Alors, l'après-midi, je me souviens que j'avais une robe un petit peu arc-en-ciel, mais le matin, c'est vrai que je me souviens déjà. Elle a oublié. Oui, j'avais une veste en jean bleu. Ah, voilà. Ça y est. Bon, ok. Donc, on constate que le temps de réaction, il est... Oui. Et il est très jeune, hein. Bon. Oui. Mais, et vous, Danick, quel hier, hier, j'étais pas en émission, j'avais un t-shirt rouge toute la journée. Ok. Écrit 500. C'est le même que j'avais depuis dimanche à la préfecture. C'est facile à retenir, ça. Je ne demande pas à Mina. Alors, à la mise en image, quelle est la deuxième technique qu'il y a après la mise en image? Donc, après la mise en image, donc il y a la fabrication de points de repère. Et donc, on peut facilement le comprendre quand on s'imagine les panneaux de signalisation pour retrouver, par exemple, la mairie dans une ville, ou encore un couturier qui va se repérer avec des marques sur les tissus pour confectionner un vêtement. Alors, si on utilise la mise en image et la fabrication d'indices en même temps, c'est beaucoup plus efficace pour la mémoire? Oui. Donc, plus on utilise de techniques et plus on a des chances de
de se rappeler une quantité d'informations importante. Parce qu'on a beaucoup d'informations aujourd'hui. Hein. Oui, on est bombardé de toutes parts. Déjà, tous les codes d'ordinateur, de portable, de carte bleue, de ceci, de cela, ça devient compliqué hein, pour la mémoire. Enfin, peut-être que ça entraîne la mémoire, mais enfin, il faut voir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres techniques? Oui, donc la troisième technique, ça va être l'association d'idées. C'est-à-dire qu'on crée un lien entre deux informations pour pouvoir mieux les retenir. Est-ce que vous pouvez vous donner un exemple concret? Oui, alors par exemple, on va créer un lien entre dimanche et famille. Ah, d'accord. Parce que le dimanche, c'est le jour de repos où on peut rester à la maison ou aller à l'église. Donc là, il y a une association d'idées entre dimanche et famille avec l'idée de détente et de rassemblement. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de ne pas oublier? Une technique, enfin, pour essayer de ne pas oublier, parce qu'en fait, c'est ça le but du jeu. Oui, tout à fait. Donc, c'est déjà d'utiliser toutes les techniques qui ont été vues. À côté de ça, donc, on a des techniques comme la répétition, comme les étudiants qui vont apprendre par cœur leurs leçons pour retenir des informations, mais ça va être aussi d'organiser, faire un classement des informations, comme avec un agenda pour mettre les rendez-vous, ou encore de mettre en évidence avec des couleurs bien précises. Alors, merci Mina. Alors, juste une dernière chose qui, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de votre chronique, mais je vais poser la question. Est-ce que le sentiment de déjà-vu, ça fait partie de la mémoire? Effectivement, on se retrouve à un endroit où on se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être déjà venu là ou d'avoir fait telle chose. Là, c'est pas la mémoire qui entre en jeu, mais donc il y a des facteurs qui sont identifiés par le cerveau pour indiquer que c'est du déjà vu. D'accord. Merci en tout cas, Mina. Si vous avez raté le début de cette chronique sur comment bien utiliser la mémoire, vous avez la possibilité d'aller sur le Facebook de Mina Yangamala. Vous allez retrouver cette rubrique, ou alors sur le Facebook du ZCL, ou encore sur le www.zcl.tv, vous retrouvez toutes les chroniques du ZCL. On continue, il est 13h56, on a encore de l'information et déjà à recevoir. 8 minutes pour convaincre, c'est le dispositif Mission Jeune organisé sur le site donc, de Jarry de l'école régionale de la deuxième chance en partenariat avec la mission locale et le Cap Emploi. Le principe de cette manifestation, il est simple, permettre aux stagiaires donc, de cette école d'être confrontés à des professionnels issus des agences d'intérim au cours d'un entretien où donc, ils vont pouvoir peaufiner leur argumentaire. On fait le point sur ce reportage signé Michel Héraclide. FTT, c'est un l'OPCA du travail temporaire. Donc nous avons pour mission de piloter le projet d'aujourd'hui. Donc c'est une cible des coups de pouce pour l'intérim. Donc nous mettons en relation des profils jeunes de moins de 26 ans qui relèvent de l'école de la deuxième chance, de la mission locale et du Cap Emploi. Nous les mettons en relation, ces jeunes, avec les entreprises de travail temporaire afin de rencontrer les entreprises de travail temporaire et qu'ils montrent effectivement leurs compétences et leur expérience éventuellement pour une éventuelle mission. Donc l'objectif de ce temps fort, c'est de repérer des profils, en tout cas que les entreprises de travail temporaire repèrent des profils pour leur permettre de déléguer ces profils à l'emploi au sein des entreprises utilisatrices dans le secteur les secteurs qui représentent l'intérim sur le territoire de la Guadeloupe. C'est le BTP, la distribution alimentaire, le commerce et l'industrie, et bien sûr le tertiaire qui représente aussi une activité importante du travail temporaire. Donc aujourd'hui, l'événement qui se déroule se réalise généralement tous les 2 mois dans le cadre du projet d'accompagnement des jeunes et de la mise à l'emploi des jeunes. L'objectif, c'est de leur permettre d'obtenir un premier emploi par le biais de l'intérim pour par la suite obtenir un emploi durable et stable.
Orthobos, c'est le Grand Prix d'orthographe de la ville organisé par la ville du Gosier, une opération qui vient donc en renfort des dispositions mises en place par les pouvoirs publics en faveur donc de la réussite éducative et qui vise également à mettre la maîtrise de la langue au cœur du processus d'apprentissage. Un concours qui est ouvert à l'ensemble des élèves donc des classes de 4e du collège d'Edmond Bambuc du Gosier. L'épreuve finale avait donc lieu à la médiathèque Raoul-Georges Nicolo du Gosier et regroupait à peu près 20 élèves qui ont été sélectionnés. Une autre dictée également choisie par la vice-présidente de la commission culture Marie-Flore Désiré a été prononcée et notée qu'à l'issue donc de l'épreuve, des corrections ont été faites le jour même et 3 lauréats vont être désignés, seront récompensés par les trophées Orthobos, or, argent et bronze. Mais on regarde ces images signées Nicolacci. Nous avons tenu à présenter une dictée en lien avec la thématique qui a été retenue dans le cadre des orientations, des grandes orientations de la ville du Gosier. Et c'est une dictée qui s'articulait autour du sport. Donc oui, ça y est, nous sommes ravis de la participation des enfants, des professeurs qui ont joué le jeu. Et puis nous avons comme clou de cette manifestation une marraine. Et c'est la première fois que nous avons une marraine au sein de ce concours. C'est un concours où on doit, on doit faire une dictée et avoir le moins de fautes possible. On nous a fait une dictée en cours et donc après il y a eu des finalistes et après on nous a demandé de venir à la médiathèque pour participer à la finale. Avait pour but de parler du sport et c'était d'un auteur qui employait des mots assez recherchés. Très heureuse, contente d'avoir participé. La dictée était en elle-même un peu longue mais mais la difficulté était présente mais il y avait plus dur. Au début j'étais un peu stressée, la dictée était un peu longue. Et il y avait des mots que je ne connaissais pas trop, mais finalement ça s'est bien passé. La dictée, c'est aussi le sport de l'esprit. Donc je ne peux que féliciter tous ceux qui ont participé à cette 3e édition. Et on a vu que qu'il y avait des élèves qui étaient vraiment très méritants. Et je pense qu'on va continuer sur cette voie. Concours, mais aussi récompense, parce que vous savez, un élève qui concourt, des enfants qui concourent tiennent généralement à être récompensés. Donc forcément, la ville du Gosier a tenu à leur offrir une médaille, et puis aussi des livres qu'ils pourraient lire à leur guise quand ils seront en vacances. Je pense que l'année prochaine, si on me le repropose, je le ferai volontiers. Mais après, pourquoi pas? Il y a une autre occasion qui se présente, j'y serai avec plaisir. Le ZCL continue, même s'il est 14h02 et nous allons recevoir 2 jeunes, Ludovic Divran, bonjour. Bien, bonjour. Et Félix Raduel, bonjour. Alors, vous ne les connaissez pas, mais vous allez les découvrir en direct. Ils sont les créateurs d'une pièce, une comédie musicale qui va être jouée le 30 juin. C'est pas une comédie musicale? Non, c'est un spectacle de danse. Ah, c'est un spectacle de danse. Moi, je crois que c'est une comédie musicale. Oui, même si c'est chanté dans sa danse, mais c'est quand même bon. Spectacle de danse chorégraphique qui va être joué le 30 juin au PDS, au Palais des Sports du Gosier. Alors, des Tibet, qui c'est Tibet là? Nous avons pas d'idée, c'est Tibet. C'est Tibet là. Alors, c'est Tibet. C'est Tibet, c'est une nouvelle création spectacle à Kamojaka, spectacle de danse à l'école Kamojaka, qui est fait le 30 juin 2017 à partir de 20h30 au Palais des Sports du Gosier. Non, bon, ça, on nous dit ça. Alors, qu'est-ce que c'est Tibet là? C'est Tibet, mais un vie pose la question. Qu'est-ce que ça a rappelé au Tibet? Mot là, ça n'a pas dit rien. Alors, moi, là, tu es plus jeune, en tout cas, mon pour Tibet, c'était un concours de la question Tibet. Oui, ni ça aussi, mais bon. C'était comme ça, après, on s'en faut chercher en d'autres. Félix, nous pouvons répondre ça ou pas? Mais nous ne pouvons pas avoir réponse là. Mais là, au loin, au pet de filant. Au loin même. Nous on dit que ton Guadeloupe est un cadio. Kibitin, c'est Tibet. Ah ben, pas de quoi de ça là. Mais oui, nous on dit que ton cadio, après la mort, c'est Tibet. Ah d'accord, c'est pas des squelettes assis affichés là. Ben, ni un squelette, c'est affiche là, oui, c'est squelette là, c'est Mathieu Tourin qui fait affiche là. Donc du coup, c'est Néos, donc du coup,
Et dans le thème là, il représentait en genre, en genre parce que chaque artiste n'est genre. Après l'amour c'est Tibet. Alors si tu dois peut-être faire l'inverse, après l'amour point de suspension. Eh ben, nous faisons le contraire, nous mettons 3 points de suspension, c'est Tibet, point d'exclamation, point d'interrogation, point d'exclamation. Alors, en pièce chorégraphique, je vais fixer assis pour mal en mort, c'est ça? Ça veut dire que non. Là, ils disent comme ça, après l'amour, c'est Tibet, ça veut dire vive vie. Pas ni rien d'autre après. Ou pas savent qu'il y a après. Ça veut dire que c'est qui là qui est mort qui savent qu'il y a après. Là, bon. Ouais, c'est Tibet là qui vient dire qu'il y a après. Non, c'est une espèce de cycle, parce que là, au mort. Qui a mangé, c'est V qui a mangé, ensuite V là qui a mangé pour là, qui a mangé pour là après, c'est mon gars qui a mangé pour là qui a mangé V là, mon cher, nous comprenons. Et son cycle, ça va tourner comme ça. Donc, quand dit ça en français, rien ne se perd, rien ne se perd. Tu m'as compris. Ouais. C'est ça. Donc, alors, c'est comme ça, je vais monter, spectacle là, alors, bon, moi, je vais 4 mois, et qui ça va passer pour mon qui vient voir, nous pas une image à répétition à autres. C'est un spectacle qui est autour de la vie, qu'on nous dit. Et parce qu'en fait, nous avons perdre un bitin qui fort en Guadeloupe. Nous avons une cellule psychologique qui fort, qui c'est la veiller. Parce qu'elle avait les normes, etc. Donc, tout bitin là, c'est, il y a mettre mon en pompe funèbre. Or qu'avant, nous tenions, ça nous a créé un veillé, nous avons fait en Kamouna. Et nous tenions tout le temps. Ça fait toujours, hein, ça fait toujours, mais de plus en plus, il va disparaître. Il va disparaître. Et Kamojaka, comme nous sommes anti-maniens, nous aimons interroger les gens, eh bien, nous besoin interroger ces gens pour dire à pas la peine de payer l'amour sont bien fait partie de la vie. Il raide quand même. Il raide quand même, mais c'est. Quand Jean-Claude dit ça, pas la peine, mais bon, tout le monde qui est passé. Ouais. Tout le monde qui est passé. Depuis vous faites force à faire qui mort. Alors, Félie, qui voit là dans ça? Moi, en danseuse, d'abord. Et l'on est là, ça, on fait partie de la commission communication. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a joué de l'éveil Ludovic. On a bien compris ça. Et on a fait la tournée des médias éveil, il reste équipe pour nous. Ouais. Voilà. Et donc, je crois communiquer à 6 pièces. Alors, son pièce, combien de temps ça prend pour te mettre une route? En termes moment, ils ont marqué, écrit, et vous commencez à voir les monde pour voir qui je crois mettre ça en scène. Combien de temps ça prend? Particularité à Kamojaka, c'est que nous avons réfléchi sur un spectacle, nous avons travaillé ici pendant 2 ans. C'est-à-dire que. Donc, ni 2 ans de travail là? Ni 2 ans de travail. Ouais. Et pas rien qui 2 ans de travail à ces intervenants-là ou à ces commissions-là, ni 2 ans de travail à ces élèves-là surtout, parce que nous avons 200 élèves sur scène. Combien de scènes pour 200. Tous les 200 gars. Ils ont payé scènes en même temps. Ah bon? Ah, qu'il y a 200 qui est passé. 200 élèves qui tournent. En fait, nous pouvons voir les 200 à la fin du spectacle là. Ah, quand même. Oui. 200 personnes. Nous pouvons voir les 200 personnes sur scène à la fin, là, ils viennent faire ça le final là. Bon. Et combien de musiciens? 18 musiciens, si on ne pas tromper moi, musiciens, chanteurs, tambouillés et guest stars nous invités parce que son spectacle aussi. Guest stars? Oui, guest stars, son spectacle. Alors, qui est guest star? Nous allons mettre la jeunesse en avant. Nous allons mettre la jeunesse en avant. Donc, ni des gens qui disent, par exemple, les enfants Geoffroy, les jeunes, nous, à part pour dire, nous mettons les. Voilà. Et qui nous a Évariste. Nous mettons Évariste, ni cousin à Évariste aussi qui éveille. Mais il y a aussi d'autres mondes, d'autres jeunes qui étaient à Kamojaka, comme Mathieu Deschamps, c'est bien ça. Alors, Mathieu White, parce qu'il vient artiste, il chantait à l'aise. En finale de compte, c'est que seulement un spectacle à danser à Goka, qu'il y a d'autres musique à Goka, d'autres musiques. Mais quand il y a dit, Raymond a dit souvent, Goka sont bitins qui moderne, qui contemporain, qui a fait tout. C'est-à-dire que Goka, qui ouvre pas, ou qui adapter Goka en genre, ça ouvre les faits. Ouais. Donc, nous mettons en sens en nous, en sens à Kamojaka, pour Kamojaka nous l'habitude de faire, nous mettons Goka là en manière que nous demandons des autres vignes pour les autres savent qui j'ai. Parce que sinon, si nous dévoilons les autres tous, mais non, nous pas ils ont péqué venir. Donc, faisons autres vignes. On t'y goûte. Alors, ça, on pièce comme ça. Si vous avez joué en Guyane, je connais, le monde peut comprendre. Pourquoi vous pouvez comprendre? Vous savez pourquoi? Parce qu'en Guyane, il n'y a pas dit bité, il va dire bête. Oui, pas de problème. Mais nous savons qu'à Kamojaka, là, nous fort, c'est que, à part pour blaguer, mais nous sommes caméléons. Nous avons adapté à toute situation. Selon le système là. Selon le système là. Donc si nous sommes en Guyane, nous avons trouvé les moyens de parler guyanais parce que les secrétaires à Kamojaka sont guyanaises. Ah! Il ne va dire rien, ils ont dit Tibet. Non. Il va songer ça. Il va songer ça. En tout cas, nous avons dit, mais si c'est la deuxième phrase qu'on va passer en Canada, exactement. C'est jamais 203.
Mais à quand nous inviter nous pour troisième jour là. Alors on a dit moun qui a coûté nous là 26 73 03 si vous avez gagné des invitations sans qui des bon seulement bon nous dis-nous quittez-nous à Bougla qui là petit Bougla qui là en disant début et prenons à Fila qui là si vous trouvez jusqu'à demain vous trouvez non à ces démons là ça et à moment là ça vous pouvez venir tirer des invitations avant le 30 c'est le 30 à partir de qui à partir de 19h30 parce qu'elle nous surprise parce que oui nous surprise à pas rien qui en les effets dit ça mais à pas rien qui Kamujaka qui là ah bon ah ben oui Kamujaka nous surprise on peut pas dire nous quelqu'un nous peut pas dire quelqu'un vraiment mais nous peut pas ton petit extrait bon oui alors déjà à partir de 19h faut venir parce que nous avons commencé à 19h30 mais si vous avez vu toute belle bite là que nous fait bazot là c'était du midi soir c'était du midi soir oui faut pas mélanger créole et français ouais faut venir à partir de c'était du midi soir mais vinn grand bonnet parce que vous trouver place pour caler Kenny Moon voilà nous avons prendre ticket à autres mais on faut pas dire toute bite là surprise la fin dit là pour prendre ticket là faut prendre ticket à autres au Palais des Sports du Gosier ouais boutique Sebastiano Microforce Moudon sinon on peut prendre ticket à autres si allmall.com si shopping97.com d'accord voilà OK et on peut pas dire autres surprises là c'est pour ça qu'on dit autres prendre ticket à autres on peut pas dire autres surprises là on a dit autres vin grand bonnet on va faire mon abouiller mais c'est ça on va faire yo bouillir pour yo passer à vite dire pour si en paille là qui raté ça donc nous pas point comme ça en tout cas merci de venir à autres nous pas mon rendez-vous nous avons l'occasion pour parler de ça peut-être que nous que recevoir Raymond avant le 30 si une temps Raymond, si vous regardez nous sur une temps, venez faire un petit lentour avant le 30. Raymond, c'est sur il y a un débat, baccalauréat, c'est pour ça qu'il parle à job là. Mais après bac, en certains qui passent un petit coup de fil et qui disent nous qu'à débarquer. Ça. Mais en tout cas, merci d'être venu en direct. Pour les gens qui en France qui ne comprennent pas créole, c'est un spectacle qui s'appelle Tibet. C'est Tibet. Après le mot, c'est Tibet. Sinon, un spectacle ce soir le 30 PDS. Je ne sais pas si j'ai joué d'autres régions qui là. Ben, nous savons que c'est qu'il y a pas peut-être qui fait les 30, mais nous au deuxième jour nous voulons faire, mais forcément nous prendre ticket. Alors, variant les tickets là, pas dormir. En tout cas, merci. Il est 14h11 minutes derrière, même 14h11 minutes. En général, nous avons fini à 2h, mais il est 2h11 minutes. C'est parce que nous commençons en retard. C'était Zébris à la réalisation. Merci à Mandy, merci à tout le monde qui était venu en direct à cette radio là sur le 89.8 et le 93.08 sur le radio haute tension. Et puis merci aux auditeurs, téléspectateurs du ZCL de Guadeloupe, Martinique, Guyane, la France, Marie-Galante, les 7, tout le monde qui regarde nous et tout le monde qui veut venir regarder, c'est Tibet. Merci. À demain, à même là, 12h30.